recteur de l'école d'architecture de Strasbourg, fonction que j'ai occupée pendant près de 11 ans. Un petit mot sur cette école. C'est une école qui est somme toute assez jeune, puisqu'elle a été créée par décret en 2001. Elle fait partie d'une des 20 écoles qui dépendent du ministère de la Culture et de la Communication, qui délivrent les diplômes d'état d'architecte, donc qui forment les architectes de ce pays. Cette école est issue de la fusion de 4 autres écoles précédemment à Paris-Val-de-Seine, Paris-La Défense, Paris-Vimain et Paris-Charenton. Cette école aujourd'hui accueille et forme 2100 étudiants. Ça en fait, avec l'école de Paris-La Villette, la plus grande école de France. 230 enseignants, 73 personnels dans l'équipe administrative. Nous portons des diplômes et nous délivrons des diplômes qui sont à la fois délivrés par le ministère de la Culture et à la fois délivrés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Cette école a une chance inouïe, c'est son site. C'est la seule, je crois, en France qui soit vraiment sur un campus universitaire, donc le campus Paris Diderot. Elle est à la fois en bord de Seine, elle est à la fois en bord de périphérique et de banlieue, donc à la fois sur région parisienne et à la fois en banlieue. Et elle permet de travailler sur ce qui fait la ville d'aujourd'hui, c'est-à-dire les mobilités, le tram, le réseau fluvial, les métros, le vélo, les transports piétons, les transports dits plus doux. C'est une école qui est sur un site industriel reconverti, donc c'est une façon d'apprendre aux étudiants à ce que c'est que l'architecture d'aujourd'hui, c'est réinvestir des sites précédemment occupés. Son bâtiment a été livré en 2007 par un architecte qui s'appelle Frédéric Borel, qui est Grand Prix d'architecture de 2010 en France. Je vous invite au cours de ces 2 jours peut-être à regarder plus avant cette école, qui est composée de 2 parties, à la fois le bâtiment dans lequel vous êtes aujourd'hui, avec ce grand amphithéâtre, 310 places, qui est notre capacité d'accueil en première année, qui est un bâtiment entièrement neuf. Et à côté, vous avez peut-être vu un bâtiment plus industriel. Et ce bâtiment industriel, en fait, est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ce qui fait que lorsque l'architecte a remporté le concours, il a dû composer avec un bâtiment existant qui devait être conservé, qui est aujourd'hui abrite notre bibliothèque, qui est un grand équipement de cette école. Et donc cette usine qui existait depuis 1880 était l'usine qui s'appelait Sudac, l'usine précédemment des airs comprimés des horloges de Paris. Et en fait, sa fonction était de faire avancer toutes les horloges publiques et privées, pour certaines, de Paris. Et c'est plutôt, je trouve, une très belle fonction dans laquelle nous sommes désormais installés. Donc voilà, ces mots étant dit, je vous souhaite un très beau colloque. Je vais dire 2 mots. Je représente ici l'association lyonnaise Reflet 21, qui est un des organisateurs de cette manifestation. Je voudrais d'abord vous remercier, M. Bach, pour l'accueil dans cette belle école. Et je pense que dimanche soir, vous n'aurez peut-être pas fini avec nous, parce qu'un de nos projets, pour une des prochaines éditions, c'est de parler de l'urbanisme et de l'architecture réellement adaptée pour le handicap mental, et pas seulement un bâtiment mal foutu dans lequel on colle des pictogrammes, mais vraiment une architecture qui est conçue dès le départ comme il faut. Et ça, je pense que peut-être que vous reviendrez, mais comme orateur un jour, où vous donnerez au moins des conseils pour le choix de ça. En tout cas, je voudrais à l'avance m'associer aux remerciements que M. Costil fera plus officiellement tout à l'heure pour l'université, pour votre école, pour les différentes associations et pour les sponsors comme Apicil pour le colloque et certains sponsors spécifiques pour les films qui seront projetés. Et bien sûr les volontaires, et les militants et surtout les orateurs qui vont faire la matière de ce colloque. Alors je voudrais insister sur le fait que c'est un colloque qui résulte de la coopération entre associations. Cette manifestation a été créée en 2006 avec un préambule en 2005. Et dès 2007, c'était une co-organisation. Ça a été bien développé quand on l'a fait à Lyon en 2008, 2011, 2014, à Versailles en 2013. Et donc cette année, ça résulte d'une coopération. Et je crois que c'est important. En 2008, on avait fait une enquête de satisfaction et le point qui avait été le plus souligné comme positif,
c'était le fait que ce soit interassociatif, parce que je pense que pour les gens, c'était un garant de diversité et de respect du pluralisme des opinions. Et donc je crois que c'est une chose qu'il faut développer. En 2012, on a jeté les bases de cette coopération, on a fondé une association pour l'instant informelle qui s'appelle l'Alliance pour la trisomie 21, qui donc permet aux associations de s'informer mutuellement sur leurs projets et de constituer une sorte de comité de pilotage, comme on dit, dans les colloques scientifiques, pour faire le suivi de cette manifestation d'une année sur l'autre. Et peut-être que d'autres associations, en tout cas, elles sont bienvenues, voudront se joindre à nous. Ce sera peut-être une initiative de leur direction, ce sera peut-être une initiative de la base. Mais en tout cas, nous souhaitons qu'une fois par an, les associations se réunissent pour faire un succès de cette journée mondiale de la trisomie, et que le reste de l'année, elles puissent exprimer leurs spécificités. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc, je suis Cécile Dupas, présidente de Trisomie 21 France. Donc, tout d'abord, au nom de Trisomie 21 France, je m'associe aux remerciements de M. Richard auprès de l'ENSA et de M. Bach pour l'accueil dans ce bâtiment, cet amphi magnifique. Voilà. Donc, moi, ce que je souhaitais vous dire au nom de la Fédération Trisomie 21 France, c'est que, comme l'a dit M. Richard, ce colloque est le fruit d'une organisation collective. Et cette organisation collective nous permet d'avoir un panorama plus large autour de la vie des personnes avec une trisomie. On va ici faire état, pendant ce colloque, des avancées médicales et scientifiques. Nous sommes de toute évidence dans une période riche d'espoir pour la recherche, donc pour l'amélioration de la qualité de vie des personnes avec une trisomie. Nous allons aussi faire le point sur les évolutions et les innovations dans les accompagnements des personnes en prise avec les évolutions sociétales. En effet, aujourd'hui, l'expertise médicale et scientifique que nous avons acquise au fil des années offre une meilleure connaissance et une meilleure prise en compte des spécificités du syndrome de la trisomie 21. Et ces progrès permettent enfin de penser la place de la personne avec une trisomie en termes de citoyenneté. Alors la citoyenneté est un concept qui, à notre sens, ne souffre aucune restriction, aucun aménagement, aucune négociation. La citoyenneté ne peut être que totale. Elle s'accompagne de façon nécessaire de la désinstitutionnalisation et de l'émergence d'une société inclusive. Être citoyen, c'est être dans le monde, y exercer une fonction sociale, y vivre à égalité de droits et de devoirs. Les personnes avec une trisomie entrent depuis quelques années dans des démarches d'autodétermination et d'autoreprésentation qui leur permettent d'agir en citoyens en pleine conscience, d'exercer des choix, de porter leur parole, de parler en leur nom propre, voire de porter la parole des autres. Alors le défi pour nous, associations, aujourd'hui, il va être d'imaginer et de concevoir des outils et des dispositifs qui facilitent leur compréhension du monde et leur exercice de la citoyenneté. Cet exercice de citoyenneté n'a de sens qu'en milieu ordinaire de vie, à l'école, au travail, en habitat autonome, dans les loisirs. À nous, associations, de travailler en interaction avec les environnements, en partant toujours du projet de la personne, formulé par la personne, porté par la personne. À nous, associations, de tenir compte de la multiplicité et des évolutions des environnements. Aujourd'hui, clairement, le temps de l'intégration est révolu. Nous avons changé de perspective. C'est à l'environnement de devenir inclusif. Et j'espère que tout au long de ces journées, les diverses interventions et tables rondes pourront témoigner de ces évolutions, des dispositifs que nous commençons à imaginer. Et je souhaite que nos échanges soient porteurs d'espoir et nous ouvrent à tous des perspectives. Merci. Moi, je veux bien, mais dis-moi. Alors, M.
Bien. Alors, en attendant, on va passer à M. Cardou, s'il vous plaît. Vous allez faire votre exposé. Merci beaucoup. Il faut parler assez près du micro, semble-t-il, pour que ça fonctionne. Je sais pas, on va bien le régler. Je vais essayer de le laisser parce que c'est un peu plus... voilà. Est-ce que ça va comme ça? Oui, ça ira. Voilà. Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Alors c'est à la fois un plaisir et puis un honneur aussi que de donner cette conférence donc à l'occasion de la 10e. Donc c'est mieux de le prendre à la main. Alors carrément, parce